Nous sommes loin l'un de l'autre, lecteur, si loin, et pourtant, entre nous s'étend un espace de lecture incommensurable. Les vies européennes se sont ouvertes, comme les coquilles d'un estuaire s'entr'ouvrent pour se nourrir de ce que leur offre l'extérieur, ou comme on dit d'une ville qu'elle est ouverte, quand elle a cessé de résister aux pressions auxquelles la soumettent, peut-être de très loin encore, un envahisseur potentiel. La Chine, contre laquelle l'Ouest menait une guerre de désinformation féroce. La Chine dont les médias officiels peignaient en rouge l'autoritarisme, les pratiques d'un autre âge, les camps de concentration dignes d'une Asie nazie, offraient une réelle bouffée d'espoir, car les gens, sachant que la réalité était bien souvent retournée comme un gant dans l'intérêt des puissants, lisaient les journaux à contrario et les informations à l'envers. Les peuples avaient vu leurs dirigeants, dirigeables d'un autre temps, dépassés, entraînés toujours plus au gré du vent, vautours affamés se transformant, rarement malgré eux, en prédateurs. Si le substrat, entendez le peuple, n'était pas naturellement sinisant ou pro-chinois, le superstrat, c'est-à-dire l'élite, était constitutivement cynique, honni depuis longtemps, contesté, conspué, décrié, décadent. Le jugeant pour ce qu'il était, sans pouvoir légalement le condamner, car comment condamner le pouvoir quand les élections n'en ont pas le pouvoir? Les gens du substrat, lisez la tourbe réactionnaire, firent savoir de plus en plus ouvertement à la Chine qu'il lui serait reconnaissant de les aider à se libérer du poids mort de leurs dirigeants en pesant résolument sur son côté de la balance. Le fléau avait à leurs yeux été identifié. Ils savaient que la passivité les conduirait jusqu'au fascisme et que la seule alternative viable, ils connaissaient le pronostic d'Orwell, était dans un socialisme repensé de fond en comble. Les bureaucrates de la démocratie et de la mise en œuvre de politiques visant à détruire l'originalité et l'intégrité des peuples devaient sauter, avant que tout ne soit définitivement perdu. Aussi les peuples préconisèrent-ils l'ostracisme, vieille technique de défense grecque contre la tyrannie. C'était de bonne guerre. Dans l'Antiquité, les citoyens d'Athènes, le démos, ostracisaient préventivement les représentants par trop ambitieux. Au début du XXIe siècle, les représentants siégeant à Athènes, Bruxelles, Paris ou Londres avaient ostracisé définitivement leur démos. Vous connaissez la boutade qui dit que l'Angleterre serait un si beau pays, si seulement il n'y avait pas les Anglais. En Grèce, qui n'est pas un moins beau pays, l'aristocratie fit comme s'il n'y avait pas de Grecs, en prenant toutes sortes de décisions allant à leur encontre. La partie semblait gagnée, il n'y avait plus vraiment de Grecs, il n'y avait plus que de petites gens fâchés. Ce peuple-là, le peuple des petites gens fâchés, s'est rallié à la Chine. Par dépit, certes, mais aussi et surtout dans son intérêt enfin compris. Il s'est rallié comme il se serait allié dans le passé aux Perses, si les Perses, au lieu de les envahir, les avaient assistés dans une lutte contre un implacable tyran. Les temps n'étant plus aux demi-mesures, et la conjoncture géopolitique étant ce qu'elle était, les Chinois décidèrent tout de go de peser de tout leur poids dans la balance, catapultant ceux qui tenaient le moins à un rapprochement de l'Europe avec l'Asie dans les mains américaines. Nombre de coups d'État en Amérique latine ont été fomentés, c'est bien connu, dans le but d'étouffer dans l'œuf des révolutions populaires de type communisante. En Europe, la Chine fit de même, mais à l'envers. Plus subtile toutefois que la CIA, elle le fit presque sans rien faire. Il suffit qu'une femme se lève et agite son foulard avec conviction
pour que dans l'arène un homme s'attaque à un taureau. D'un coup de pouce, la Chine donna l'essor qui manquait aux révolutions populaires pour renverser les États appuyés par les États-Unis. Elle arma d'un surcroît de courage les gilets jaunes d'Espagne et de Navarre, dont la couleur de la révolte lui plaisait. La chute d'un premier gouvernement, sous la pression décidée de la rue, entraîna d'autres défections, aussi rapides qu'inopinées. Les dictateurs en herbe, les autocrates aux petits pieds, sentirent soudain se resserrer autour de leur cou la corde avec laquelle les peuples se vengent sommairement de s'être un temps laissés mener par le bout du nez. Comme 10 ans plus tôt, les gouvernements avaient appelé leurs ressortissants à quitter à toutes jambes une Afghanistan lâchée par l'Amérique et reprise en un éclair par les talibans, la plupart des gouvernements, étrangers à leur gouverner et sentant que le vent avait tourné, prirent leurs jambes à leur cou, forts de leur compte en banque aux Bahamas ou à Panama, et se transportèrent avec leurs valeurs bafouées outre-Atlantique, où elles semblaient encore avoir cours. Ils appelèrent cette honteuse dérobade leur exil ou leur repli tactique, en vue d'un regroupement des forces démocratiques. L'abandon de l'Afghanistan avait constitué une humiliation sans nom pour les prétendus démocrates. L'abandon de l'Europe fut une crucifixion. Comme en un seul jour Kandahar était redevenu Taliban, en une nuit fut concoctée une aube nouvelle sous les auspices de la Chine. Le grand soir des peuples avait enfin eu lieu. Délivrés de leurs anciens maîtres et livrés à eux-mêmes, ils attendirent anxieusement l'arrivée des libérateurs, repassant en boucle dans leurs coquilles refermées les images de l'entrée de l'armée allemande dans Paris, se crispant au rythme des fanfares militaires qu'ils crurent entendre se rapprocher à grands pas. Mais les vainqueurs ne sont jamais venus, du moins pas en vainqueurs. Conservateurs, les Chinois ne veulent pas à tout prix changer le monde. Ils affectèrent d'ignorer d'abord qu'ils avaient été, qu'ils seraient pour longtemps encore les plus forts. Ils planèrent au-dessus de la tentation de faire sentir lourdement leur présence. Ils furent légers dans la victoire, poétiques dans leur ascendant. Les nouveaux envahisseurs étaient peu envahissants, des cerfs-volants. Quitte à être grand remplacé, autant l'être par un grand peuple, se dirent les moins enthousiastes, avec une résignation qui, avec le temps, se serait peut-être transformée en résolution, si le grand remplacement annoncé par les Cassandres était advenu. Les panneaux en nom des villes et des localités ne devinrent pas des odes barbares à l'écriture chinoise, bien que cela fit longtemps que les publicités en chinois bordaient les 4 côtés des stades de football lors des grandes compétitions dites nationales. Les Chinois ne tombèrent pas dans le panneau du tout changé. Tout au plus eurent-ils à cœur de redorer le drapeau rouge, qui, dans l'histoire, avait trop longtemps signifié « pas de quartier, pas de pitié pour les vaincus ». Dans le type inouï d'occupation in abstentia qui s'instaura, seuls les bons de commande seraient exécutés. La grande marche du XXIe siècle avait été aussi inarrêtable que virtuelle, et la Chine était sans aucune vengeance. Il y a bien sûr des pays qu'elle tend à préférer à d'autres. La Chine tenait particulièrement à s'attirer les bonnes grâces de la Grèce. Je crois vous avoir expliqué pourquoi avec mon histoire de chevaux du Ferghana. L'affinité remonte très loin sur les routes du temps. Ce n'est pas un hasard que la voiture électrique avec laquelle elle a réussi sa grande percée sur le marché européen, via son port avancé du Pirée, porte le nom de Tianma, ou cheval céleste. Symboliquement, cela compte de commencer par le pays qui a inventé la démocratie. La Chine n'est pas une démocratie, entend-on hurler le faux oracle, qui n'est pas à Delphes. Elle a pourtant permis à la plus vieille démocratie de le redevenir vraiment, répondrait, en tournant cela de façon plus sibylline évidemment, l'oracle antique, s'il existait encore. L'ironie veut qu'Athènes imposait la démocratie, en guise de punition aux cités grecques qui voulaient quitter la Ligue de Délos ou qui faisaient sécession. Milet ou Mégare, par exemple, furent ainsi punis en moins 447-446, après avoir été rasés. Les magistrats envoyés par Athènes pour s'assurer que tournent les rouages démocratiques étaient en fait là pour surveiller et pressurer le peuple. Les fameux rouages servent à peu près toujours en réalité de pressoir dans lequel sont écrasées les volontés.
On en boit le jus dans les cénacles les plus fermés, en célébrant les bienfaits apportés. Et les monuments que nous venons de quitter, hélas, furent financés par des ponctions d'Athènes sur le trésor de la Ligue, qu'elle fit rapatrier, de peur qu'à la faveur d'une nouvelle invasion perse il fût confisqué. On est revenu au peuple, aux nations, aux frontières filées, dans un grand ensemble allant du Portugal à Pékin, sous l'égide de l'Empire du Cerf-Volant. À l'axe nord-sud, aux allures de couloirs de prison, s'est substitué un axe est-ouest, tissé de soie. Les Grecs, après la bataille de Platée, avaient juré de ne pas reconstruire leur sanctuaire détruit par les Perses. Ils voulaient garder à jamais visibles les cicatrices de la défaite passée, comme un rappel de la férocité barbare. Ils reconstruisirent pourtant, à l'arrivée de Périclès au pouvoir. Les Chinois n'ont pas transformé la Grèce en un champ de ruines. Au contraire, ils ont aidé à relever l'économie ruinée, et les seules ruines que peuvent encore contempler ces quelques émissaires, presque aussi peu nombreux que la délégation qu'ils auraient pu envoyer il y a 2500 ans, à l'apogée d'Athènes, les seules ruines sont celles au milieu desquelles vous vous êtes promenés aujourd'hui. On peut discuter sans fin de la nature de ce qui a succédé au coup de pouce qui a fait tomber comme des dominos presque tous les gouvernements désavoués. Au-delà des distinctions politiques classiques, il n'y a guère pour moi que l'image des deux thermomètres, qui permettent de comparer ce qui existait avant avec ce qui existe à présent, en termes d'institutions. Le thermomètre classique, verre et mercure, froid parce qu'il va au contact pour prendre la température d'un peuple, était brisé. Plus personne depuis longtemps ne croyait plus de toute façon aux mesures que les analystes annonçaient avec un grand sérieux de premier communiant. Il a été remplacé par un thermomètre électronique, froid pour la raison inverse, mais avec des résultats plus rapides, immédiats même, et annoncés à haute voix, une voix non humaine, c'est-à-dire indiscutable. Un médecin des peuples, à Pékin, prend la température de ses lointains patients. Pas de cohorte d'infirmiers en armes, pas de bruit de bottes, un bip 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 précédant l'annonce d'un chiffre. Le chiffre est bon jusqu'à présent. Tant qu'il le restera, qu'on fera de la santé, autrement dit de la croissance, tout ira bien. Qui sait si un jour un lointain successeur d'Hippocrate, un grec, ne devra pas prendre la température du médecin à Pékin. Tout est possible. Il y a lieu de garder la tête froide. L'année 2025 n'a-t-elle pas suffisamment montré qu'une pandémie en Europe était en tout point mieux gérée en partenariat avec l'Asie? Grâce à la perfusion organisatrice, c'est tout le continent qui se relevait en même temps. Avec l'Europe technocratique aux commandes de l'hôpital, la femme enceinte arrivait à terme, le corps alité attendait le jour de se relever, et rien ne se passait. La vie ne repartait plus. Un anniversaire n'était plus célébré avec gâteaux et rires, mais dans la peur du prochain, avec pénurie d'amour et bancs sur les bougies. L'étincelle vitale était éteinte préventivement par une idéologie en été noir. Chine et Europe, c'est un même corps, allongé d'est en ouest. Piquez n'importe où avec l'aiguille la plus fine, vous êtes dans la même veine fondamentale. Où est le cœur, où est la tête, sont des questions qui importent peu, tant que le plus petit organe continue d'être alimenté en oxygène et reste sain. L'Europe n'a plus peur de son ombre, depuis qu'elle sait que son ombre, immensément plus peuplée, est animée par le même esprit. Comme disait Thucydide, la terre tout entière est la tombe des grands hommes. Toute la terre pour Thucydide, c'était l'Eurasie. Tant parler n'a pas rendu Moustak moins conscient de sa soif. Un premier verre d'ouzo, sur le zinc du café contre lequel il est venu buter, sa barbe amortissant le choc comme un tampon de locomotive à l'aboutissement du chemin, arrête le flot de mots qui coulait ininterrompu depuis les pieds des propylées. Il en descend un deuxième, en compagnie de Guérand, qui l'a rejoint, et un troisième, avec lequel il fait d'abord glisser sur le côté le verre de limonade qu'il a commandé pour Emma. Il dit des choses piquantes entre chaque petit verre de la boisson nationale et l'arrivée des assiettes d'olives noires et de poulpe grillées. Son discours, dont le cours a été fortement infléchi par le passage au grec, le chinois ayant été laissé à la porte de l'établissement, ne prend définitivement fin que lorsqu'ils sont attablés. Emma les a rejoints avec la limonade qu'elle est allée chercher sur le comptoir en observant du coin de l'œil les clients. Elle a compté 5 barbes,
plus ou moins longue, et le menton à fossette et rond de la femme qui leur apporte les plats. Gyuvetsi d'agneau, gritaraki, les pâtes grecques, qui avec leur sauce tomatée et leur fromage râpé vont enchanter Emma, pommes de terre sautées, une ode à la cuisine grecque dans sa plus belle simplicité. Une carafe remplie à ras-bord de retsina partage le centre de la petite table bleue avec le plat en terre cuite dans lequel a mijoté l'agneau. C'est un verre de ce vin rosé à la résine de pin que le guide lève à Emma et à la Chine ne peut pas dire le mot. Des yeux implorant le guide de parler plus bas après avoir étouffé un chut, Guérand assure qu'elle ne boit pas. La ne boit pas? Moi je crois au contraire que la fait Moustaki, sarcastique, mais il s'arrête, le verre toujours en suspens, en voyant qu'Emma contredit Guérand d'un hochement de tête. Votre fille a un don pour le grec, dit le guide, qui propose de boire à ça plutôt. Le don pour le grec est la toute première gorgée de retsina. Du coin de l'œil, Guérand regarde sa fille goûter au vin que Moustaki lui sert. Les joues d'Emma prennent la couleur du rosé. Elle cache son visage derrière son téléphone, dont la coque jaune, barrée des 4 caractères chinois Fengcheng Wangguo, que Guérand paraît voir pour la première fois, trahit son origine, ou du moins ses affiliations. Faute de pouvoir faire chute à l'extérieur criard du téléphone, dont en général c'est l'autre côté qu'il trouve bruyant, Guérand supplie Emma de ne plus consulter son appareil que posé à plat sur la table. Chatouillée par le micro-acte de résistance patriotique qu'elle accomplit peut-être sous l'emprise naissante du vin, Emma appuie son portable contre la carafe de retsina, à travers laquelle elle observe son père. Les 4 caractères semblent flotter dans le liquide rose pâle, déformé mais lisible à l'œil troublé de Guérand. Moustaki le rassure. Si exhiber des objets de fabrication suffisait à faire de vous des déclare-t-il, raclant sa barbe comme pour couvrir ses d'un bruit de râteau dans du gravier, tous les Grecs auraient déjà de facto changé de nationalité. Ils ne sont pas nombreux à fréquenter les cafés, hors beau quartier, ceux qui savent lire comme lui les hiéroglyphes chinois, pense Guérand. Il n'en faut pas plus à Emma pour reprendre son téléphone, sous les encouragements gestuels du guide, qui aimerait rendre à la carafe sa vocation d'être vidée. Sur la photo qu'elle prend alors, et que LP aura vue dans un instant, on voit un Guérand mal remis de son émoi, trinquant avec ce qui pourrait passer à première vue à travers le filtre d'une carafe de retsina pour un charmant orang-outan. Le guide regarde l'objectif d'un regard qui semble passer à travers pour contempler Emma. Il reviendra à Guérand, lorsque ce soir LP évoquera cette photo, de répéter les mots que Moustaki prononce, tandis qu'Emma rappuie son appareil de propagande contre la carafe vide. Voici les mots. Le choc des civilisations n'est pas ce que des intellectuels nous en disent dans leurs débats souvent fort peu civilisés. Il a lieu dans les poitrines des enfants, marqué au sceau des rencontres entre les cultures. Le grand rapprochement civilisationnel du XXIe siècle est celui de l'Europe et de l'Asie. Il est difficile à saisir dans sa complexité et ses implications, mais j'en vois aujourd'hui la preuve vivante. J'en ai l'aboutissement devant les yeux. Un client du café vient, s'inclinant, frotter sa barbe grise à la barbe rousse de Moustaki. « On m'invite à une partie de domino », déclare celui-ci en s'excusant d'avoir à se lever. « Je vous conseille d'aller voir la tour des vents, en descendant vers Exarchia, dit-il, la main tendue à Guérand. Les bas-reliefs sont surprenants. Vérifiez, si la curiosité vous y pousse, qu'Euros, le vent de l'Est, n'avait pas déjà dans l'Antiquité un certain air de famille avec les gens du pays d'où vous venez. Un doigt devant la bouche, il imite le chut du vent en souriant. Sa moustache se gonfle et entoure le doigt comme une voilure qui s'enroulerait autour de son mât. L'Euros était intimement associé aux tempêtes que l'automne apportait à l'Europe. Or, l'histoire nous apprend que les tempêtes ne durent jamais très longtemps, et le passé récent, que l'automne est loin à présent. Le temps, comme disait Sophocle, est le dieu qui aplanit tout. On se sépare. Dans un surprenant rapprochement, Emma embrasse Moustaki, malgré ou peut-être à cause de sa barbe, avant que Guérand, qui a réglé l'ardoise, ne lui glisse discrètement une obole dans le creux de la main pour ses efforts. Il fait chaud dehors.
Dans l'après-midi d'été, la frénésie des insectes chanteurs bat son plein. La conversation repart en chinois à quelques pas du café. « Je suis content de voir que tu as su dépasser tes préjugés, » dit Guérand, secrètement coupable de préjugés beaucoup plus grands envers le guide et pour lesquels il se pince la cuisse, tandis qu'Emma lui confirme que c'était en effet son intention, mais que maintenant qu'elle savait ce que ça fait que de toucher une barbe, elle craignait de faire souffrir l'homme qu'elle aimerait plus tard, en lui imposant, sinon qu'il se rase tous les jours de près, du moins qu'il ne se laisse jamais pousser assez de barbe pour réveiller l'aversion insurmontable qu'il vient d'éprouver. Guérand embrasserait sa fille, pour la douceur de ses paroles, s'il ne constatait pas en se grattant la joue qu'il n'est pas à l'abri de susciter l'aversion. Il pense aux vues politiques de Moustaki, pas du tout barbantes, mais à tout le moins à rebrousse-poil de celle qu'il attendait. L'interprétation qu'il a donnée de l'expression « empire du cerf-volant », notamment, si différente de celle qui flotte dans l'esprit de Guérand. Sans doute que tout le monde en Chine a joué ne serait-ce qu'une fois dans sa jeunesse avec un cerf-volant, et que la grosse partie du 1,5 milliard de Chinois, qui n'a jamais vu l'Europe et n'en a probablement pas l'intention, a l'impression de comprendre ce qu'il se passe loin au-dessus de ses préoccupations domestiques lorsqu'elle dit ou entend dire que la Chine joue au cerf-volant avec l'Europe. Guérand sait pourtant que bureaucratie du cerf-volant, cerf-volant bureaucratique ou encore approche cerf-volant de la bureaucratie sont des expressions qui ont une histoire en Chine et dont l'utilisation précède de beaucoup le grand rapprochement avec l'Europe. Il sait en effet, pour avoir assisté de ses propres yeux à son envol, que le cerf-volant bureaucratique a flotté pendant longtemps au-dessus de la Chine avant que le vent d'Est, le Ross, ne le pousse en direction de l'Europe. C'est que Guérand a assisté à la progressive mise à distance des services publics chinois par leur dématérialisation, conséquence logique et inéluctable de la numérisation toujours plus poussée des rapports entre le public et l'administration. Le peuple chinois, habitué à toutes les incuries, à toutes les corruptions, au dédain et à la paperasserie sans fin, a senti s'éloigner sa bureaucratie qui, historiquement, lui avait fait, sinon voulu, beaucoup de mal. Jusqu'au jour où il leva la tête pour constater que sa bureaucratie en forme de cerf-volant, des dizaines de milliers de cerfs-volants en réalité, couvrant un territoire aux réalités multiples et variées, était beaucoup plus désirable. Avait-elle cessé d'être menaçante, cette bureaucratie? Certainement pas, mais elle l'était moins, étant extrêmement plus distante. Représentante directe d'un parti devant désormais donner de sérieux gages de sa bienfaisance pour assurer sa pérennité unique au sommet, elle semblait sur ses gardes envers un peuple qu'il lui fallait désormais honnêtement servir et ménager. Le cerf-volant qui planait sur l'Europe n'était donc pas une arme sournoise, une espèce d'aéronef si dangereux et si rapide qu'il en ressemblait à un jouet. C'était un outil de mise à distance et de minimisation des désagréments causés depuis la nuit des temps par le nécessaire travail d'administration de la cité. Et cet outil avait été pensé à l'origine non pour l'Europe, mais pour son Extrême-Orient. Guérand se dit que la parabole des 2 thermomètres de Moustaki, bien qu'apparemment sans lien avec l'image du cerf-volant, exprime d'une autre manière l'éloignement produit par la technicisation de l'acte, qu'il soit médical ou administratif important peu. Le médecin est intéressé à la santé du patient, mais il n'a pas, d'une manière ou d'une autre, à toucher ce dernier, puisqu'il dispose d'un thermomètre électronique. Si température il y a, il administre un médicament par la voie des airs, comme on délivre un paquet, et n'intervient directement qu'en tout dernier recours. Animé par le désir d'entendre un autre son de cloche, Guérand prie Zeus que le prochain grec avec qui il aura l'occasion de s'étendre sur ces questions soit du bord opposé, mais pas au point de vouloir activement du mal à quelqu'un venant de Chine comme lui, ou à moitié chinois, comme c'est le cas d'Emma. Il se promet de ne plus dévoiler aussi facilement d'où il vient, ni où il se tient sur le sujet qui l'occupe tellement qu'il en a quelque peu oublié où il va. En accélérant sensiblement le pas, Emma le rappelle aux réalités en forme d'échoppe de la ruelle dans laquelle ils ont débouché. Cette espèce de marché en plein air l'oblige à descendre de son nuage. Elle dit marcher plus vite du fait qu'elle s'est mise à penser très fort à V, à la vue des premiers signes de l'industrie humaine, peut-être aussi à cause des voitures qui ont refait leur apparition depuis une rue ou deux. Elle suggère qu'ils promènent V dès qu'ils arriveront là où ils l'ont laissé,
puisque Guérand n'est pas favorable à ce qu'elle lui envoie un message lui demandant de se rapprocher. Emmené par sa fille, qui l'a pris d'autorité par le bras et qui fait preuve d'un sens de l'orientation étonnant, Guérand pense à V lui aussi, et sourit à l'idée que celui-ci puisse être promené comme un chien. V nous promène comme la baleine promène Jonas dans son ventre, se dit-il, en essayant de se rappeler ce que Jonas faisait dans le ventre de la baleine. Il comprend que comparer V à un mammifère est un compliment et l'expression d'un progrès. Cela fait de lui un animal plutôt qu'une machine. Il abandonne Jonas dans un coin de son esprit pour être tout entier au souvenir de V, qui, après avoir fait remarquer un jour qu'un chien n'était qu'un animal-machine pour Descartes, avait déclaré sur un ton presque contrit qu'il se sentait pousser une âme. Guérand est pressé maintenant de le revoir. Ni homme, ni simplement voiture, V est né en Chine, mais il n'est pas conditionné par son éducation à penser d'une manière chinoise. Dans ce monde de partis pris et d'idées arrêtées, n'est-il pas la voie potentiellement la plus sincère, un des rares véhicules qui puisse conduire son interlocuteur à plus de lumière? Guérand entrevoit une discussion sans œillère, d'homo politicus à vehiculus politicus. Je vais m'arrêter ici. Continuez sans moi.